Nous avons une école primaire, un riche patrimoine, des sentiers de randonnée incroyables. La commune a une histoire, une renommée. Elle a compté de nombreux commerces, bars, restaurants, hôtels, boîtes de nuit. Comme vous pouvez le constater, beaucoup sont encore là aujourd'hui autour de cette place. Les maisons sont colorées, les langues bretonnes et françaises cohabitent. Spézet reste un lieu de culture et de fête pour beaucoup. La population est stabilisée autour de 1800 habitants. Nous avons dû batailler pour conserver le distributeur de billets, le bureau de poste et même notre collège, mutualisé avec la commune voisine de Châteauneuf-du-Four. C'était dans les années 2000. Monsieur Ferrand s'en souvient bien, à l'époque conseiller général. Aujourd'hui, nous devons rester vigilants pour conserver tous ces équipements précieux. Notre équipe municipale, depuis presque 2 ans, s'efforce même de développer le panel de services existants. Nous avons inauguré en décembre une station-service 5 carburants, projet qui est concrétisé grâce à un partenariat avec l'entreprise Gaulier Énergie. Nous allons créer 3 cabinets supplémentaires à la maison de santé pour soulager notre seul médecin aujourd'hui débordé et élargir l'offre de soins. Et le chantier de l'école de musique intercommunale est en cours. Celui-ci consiste à la rénovation de 2 presbytères, juste derrière l'église, un tout petit peu plus haut. Le nouvel écrin permettra d'accueillir 150 élèves et professeurs. Il faut souligner que ces projets ne pourraient être menés sans le soutien et la participation financière du département, de la région et bien sûr de l'État. Parmi les autres actions menées, je citerai la création d'une aire de service pour le camping-car, l'achat des armures mécaniques, la cantine à 1 €. Nous allons installer des bornes de recharge pour véhicules électriques. La commune va accueillir une structure privée pour les personnes en perte d'économie, 2 bâtiments pour 8 colocataires chacun. Je terminerai cette énumération par la mise en place d'un conseil municipal des jeunes pour sensibiliser nos enfants à l'action publique et à la démocratie. Je voudrais remercier pour leur présence parmi nous, nos jeunes conseillers qu'on a esquirpé un peu de leur école aujourd'hui. Et donc remercier. Voilà. Donc Thaïs, Axel, Arwina, Owen, Tugual, Amélia, Maïwen et Mathis. La parité en plus. Monsieur le Président, je voudrais aussi m'exprimer en tant que vice-président à la communauté de communes de Cornouailles, en charge de l'agriculture, du développement durable et des nouvelles énergies. La qualité de vie et la transition énergétique nous tiennent à cœur. Toutefois, nous pouvons être freinés dans notre volonté de changement et d'innovation. Par exemple, sur le chantier de l'école de musique dont je vous parlais, nous n'avons pas été autorisés à installer des panneaux photovoltaïques. De tels panneaux pourraient être aussi implantés sur l'école primaire, où nous allons mettre en œuvre une grande rénovation thermique par l'extérieur. Ou encore, c'est des parcelles agricoles où des agriculteurs du territoire y sont prêts. Mais là aussi, il y a du blocage administratif. Nous avons d'ailleurs, par l'intermédiaire de M. Bernard Salou, ici présent, donc président de la CCHC, demandé au président de la Chambre d'agriculture l'écriture d'une charte que nous attendons toujours. Enfin, le renouvellement générationnel dans les exploitations du fait de la pyramide des offres est un sujet qui doit mobiliser. D'autant plus que dans un objectif d'indépendance alimentaire, 30% des agriculteurs actuellement seront à la retraite dans les 10 prochaines années. Pour attirer la relève, il me semble primordial de mieux prendre en compte les coûts de production dans la valorisation des produits, ou encore créer, pourquoi pas, une caisse de péréquation pour atténuer les aléas des prix grands. Comment un jeune agriculteur peut-il rêver d'un métier dont il sait qu'il ne pourra pas en vivre? Voilà, Monsieur le Président, vous avez commencé votre campagne à Poissy en compagnie du maire Carl Olive, qui a des attaches spécieuses. Et il suit de près les performances de notre club de foot, les Papillons Bleus. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je l'invite un jour à venir nous voir si elle se fait. Donc j'invite M. Carl Olive. Il se trouve aussi que les danseurs du cercle Brugge-Ménez de Spézet sont allés à Poissy pour présenter leur spectacle à la fête bretonne. Vous êtes aujourd'hui à Spézet, la boucle est bouclée, et je vais à présent vous laisser la parole. Merci de votre attention. Encore, bienvenue en Centre-Bretagne, bienvenue à la communauté de communes de Cornouailles, bienvenue à Spézet. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver mon ami Richard Ferrand sur cette terre et de retrouver beaucoup de nos parlementaires de la région, députés, sénatrices,
parlementaire européen, maire, et donc heureux d'être avec vous à vos côtés, Monsieur le Président, également, et je salue les maires élus et tous les compatriotes qui sont là autour de nous. Merci, merci infiniment à vous de votre présence. Écoutez, je ne suis pas venu. Vous l'avez vu? Et il faut de temps en temps que les circonstances soient un peu avec nous. Donc, je ne suis pas venu vous faire un grand discours, on va avoir l'occasion de discuter, je suis heureux de pouvoir aussi échanger et répondre aux uns aux autres, mais je voulais venir voilà, en Bretagne être à vos côtés parce que j'avais pris des engagements d'abord il y a quelques années à Quimper, je voulais en rendre compte, je voulais dire quelques mots des ambitions que je veux porter pour notre pays, peut-être répondre d'ailleurs à votre interpellation du coup, sur l'agriculture, et puis vous parlez d'Europe. Je voyais madame qui avait une pancarte pour l'Ukraine, à juste titre, et donc, parce que cette campagne s'inscrit évidemment dans un contexte qui nous marque tous, et qui va changer beaucoup, on le sait, de nos vies. Alors, être parmi vous dans une terre bretonne, je le sais, c'est être dans un lieu où on peut se féliciter, être fier d'être tout à la fois passionnément breton, immensément français et résolument européen. Et c'est ça ce que j'aime, c'est que l'attachement à une culture, une terre, une langue ne retranche rien à la force de la République et n'enlève rien du rêve européen. Et ça, c'est exactement ce que nous portons tous et tous ensemble. Et je retrouvais une magnifique phrase d'une formidable figure bretonne dans sa composition française qui est Mona Ozouf, qui disait très joliment « La Bretagne vivait à la maison en la personne de ma grand-mère, et pourtant c'est elle qui m'entretenait de la France. » Et je trouve que c'est l'histoire intime de tout ce qui vous résume. Une culture forte et cette passion. Alors, les engagements que j'avais pris à Quimper, est-ce qu'on a essayé ensemble de porter? J'avais pris des engagements pour les pêcheurs. Je crois que le président Olivier n'est pas là, il est retenu à Paris, mais enfin, plusieurs sont là qui ont porté la cause maritime et celle des pêcheurs à nos côtés ces dernières années. J'avais pris à l'égard des pêcheurs du Guil et plus largement de nos pêcheurs des engagements forts. Tu es là, à nos côtés. On a essayé de tenir. D'abord, la période a été difficile et on sait que plusieurs ne sont pas partis en mer pendant plusieurs jours au moment où les prix, en particulier pour faire le plein de leurs bateaux, augmentaient. On a apporté une réponse. Elle est dans le plan de résilience du gouvernement. Elle est mise en œuvre et elle sera mise en œuvre dans la durée. Les prix sont meilleurs, sont partis à la mer. Je m'en félicite, les choses vont mieux. Mais on avait surtout pris un engagement dans le contexte du Brexit de protéger les pêcheurs. On l'a fait, on va continuer à se battre parce qu'on a encore du contentieux. Mais ici, 93% des licences ont été défendues, maintenues et regagnées, ce qui est aussi un point important. Et donc on a pu protéger, parce qu'on s'est battu au niveau européen et au-delà, si je puis dire, pour protéger nos pêcheurs. Et on continuera. J'ai pris des engagements pour l'économie bleue. Là aussi, les résultats sont en rendez-vous. On a créé collectivement 55 000 emplois dans l'économie bleue. 55 000 emplois qui sont des emplois de la mer, des emplois qui sont notre fierté et qui vont nous permettre justement dans la durée, grâce à notre investissement collectif, eh bien de continuer à vivre de et par la mer. Et on accompagnera évidemment nos pêcheurs dans le renouvellement de leur flotte, mais ce sont des emplois aussi dans la recherche, dans la valorisation de l'économie maritime et tout ce qui fait justement la région. J'avais pris des engagements pour les langues régionales. Le rapport Kernogot, je sais, on l'a déjà entendu, mais a fait des propositions très fortes et il y a eu un gros travail qui a été fait. En début d'année, en mars, pardon, le Premier ministre est venu signer une convention à Rennes et donc on aura ainsi 50% des postes qui seront créés en particulier pour nos écoles primaires et maternelles qui pourvoiront justement en demande et l'augmentation des 30 000 élèves supplémentaires.
Et donc, grâce au rapport, grâce à la convention signée à Rennes, les engagements de Quimper peuvent en actes, en gestes, en investissement dans des postes d'éducation et une ambition pour nos enfants, pour qu'il y ait justement cette ambition linguistique, culturelle, qui soit ainsi portée. Et donc, merci pour le travail fait et bravo à tous pour ce qui a été conduit. Il y a eu évidemment la volonté aussi d'avancer, de donner des compétences, d'avancer avec la région, de différencier. Et donc, on a ainsi délégué des compétences à la région, conformément à ce que j'avais décidé et je m'étais engagé à Quimper, pour la mobilité des jeunes, pour la vie associative et pour le fameux Pinel breton, tant chéri par le président de l'Assemblée nationale, qui a permis, sur le plan du logement, d'avoir des adaptations régionales. Et je me félicite que sur ce sujet, on ait su trouver des vrais leviers de décentralisation. La politique du livre aussi a donné lieu à une ambition supplémentaire au niveau régional. Et donc on a su montrer qu'on pouvait avoir ce pacte girondin et avoir plus de souplesse. Et puis, il y a évidemment, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, les voies routières, le désenclavement, les engagements qui dataient du général de Gaulle, la RN 164, la 2 fois 2 voies, et l'engagement de Quimper a été tenu. Et donc, collectivement, nous l'avons fait, et je veux vous dire que le contrat de plan et l'engagement de ce PZ, c'est qu'on ira jusqu'au bout. Et donc, je poursuis ici, personnellement, aujourd'hui, devant vous, fort de l'engagement de Quimper et de la réalisation faite, parce que les engagements ont donné lieu à des actes, le fait qu'on ira au bout de la terre, du bout du monde, pour pouvoir mener cette 2 fois 2 voies. Et ceci montre une chose, c'est qu'il faut parfois du temps pour avancer. Mais il faut aussi de la constance et du tempérament, vous en avez, ça tombe bien moi aussi. Alors, je vous entendais, et merci pour les soutiens, les fidèles qui disaient 50 plus. Vous savez, mais je vais vous parler franchement, je ne veux pas faire 50 plus pour faire 50 plus. D'abord parce que la vie est ainsi faite qu'il y a beaucoup de choses à faire, le monde est vaste, et que j'étais là il y a 5 ans pour bousculer les choses, aller face au système et essayer un peu de conjurer le sort, et je ne suis pas là pour garder une fonction. Je suis là pour porter avec vous une nouvelle ambition, et essayer de partager. Et c'est un peu ça que je veux défendre. Et donc, on ne doit jamais être les installés. Et donc, moi, je suis là parce que la confiance que les Françaises et les Français nous ont faite pour les parlementaires qui sont là, plus récemment pour les maires, avec un autre cycle pour les sénateurs, je la remets au pied des Françaises et des Français pour qu'ils se posent la question, est-ce qu'on a envie d'une nouvelle ambition? Pas pour faire la même chose. Le monde a changé. Le monde n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Les engagements que j'ai pris il y a 5 ans, j'en rendais compte samedi encore, j'ai essayé de les tenir. Et je crois que sur beaucoup de sujets, je les ai tenus. Et donc, exactement, ça a été fait, malgré les crises. Mais ces 5 années nous ont changé collectivement. Parce que nous n'avions pas prévu d'avoir une pandémie, nous n'avions pas prévu de retrouver la guerre en Europe, nous n'avions pas prévu beaucoup de choses. Et il en sera de même des mois et des années qui viennent. Je vous le dis. Elles vont nous bousculer, c'est à peu près écrit. Le dérèglement climatique porte ses conséquences de plus en plus sur nos territoires. Regardez ce que vivent dans beaucoup de territoires nos agriculteurs aujourd'hui. Encore une fois, un épisode de gel tardif qui vient saccager parfois 100% de leur exploitation. Et donc ces entrepreneurs du vivant qui vivent à ciel ouvert, ils en vivent les conséquences. C'est plus des mots, l'urgence est là. Le dérèglement géopolitique, c'est plus un concept lointain. La guerre est là, sur le sol européen, en Ukraine. Et le continent européen va vivre le plus grand bouleversement migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez, on a déjà
près de 4 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui sont sur le sol de l'Union européenne. 4 millions. Et on a déjà plus de 7 millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui sont déplacés dans leur pays. Nous n'avions jamais vécu ça. Jamais. Donc, évidemment, il y a les projets et les programmes. Je vais en dire un mot. Mais il y a aussi notre rapport à l'histoire, à l'imprévisible, aux événements. Les événements sont de retour. Et je le dis dans ce temps démocratique qui est le nôtre. C'est aussi ça. C'est notre capacité collective à affronter les événements, à être, pour les responsables politiques, à ne pas céder aux fausses promesses. Parce que les fausses promesses seront balayées par les événements. Et j'entends parfois l'irresponsabilité. Chaque matin, on rase gratis en ce moment. Chaque matin, on va supprimer une TVA, je ne sais pas quoi, même si on ne saura pas le faire. Même si on ne saura pas comment l'expliquer et le financer. La question, c'est comment, collectivement, nous allons relever les défis qui sont les nôtres. Le projet que je veux porter pour les 5 ans qui viennent, pour notre pays, est d'abord un projet qui consiste à aller au bout du bout de cette nécessité de rebâtir l'égalité des chances. Je parle là devant votre monument aux morts, le clocher, la mairie, et donc dans ce creuset qui est l'histoire de nos communes de la République. La République, elle s'est battue sur cette promesse républicaine de l'égalité des chances. Et donc c'est pourquoi l'ambition que je veux porter est d'abord une ambition pour l'école, pour la santé, pour le grand âge, pour la protection de l'enfance. C'est-à-dire que la nation se donne les moyens d'investir pour pas corriger les désagréments de la vie, mais pour pouvoir justement donner à chacun les moyens d'y réussir. Ensuite, c'est de continuer un projet de mérite et de travail. Parce que c'est par le travail qu'on peut financer cela, par la capacité à donner à chacun, par une formation adaptée, une formation ensuite quand on a des accidents de la vie, le moyen de retrouver un emploi et de produire. Parce que si on ne produit pas, on ne peut pas partager. C'est ce qui nous permet aussi d'aller vers les plus fragiles. Et donc d'avoir un projet de solidarité encore plus ambitieux. Je suis fier dans ces dernières années d'avoir porté un projet qui a permis de prendre en charge les lunettes, les prothèses auditives ou dentaires, par exemple, de tant de nos compatriotes. 10 millions ont eu recours à ce à quoi ils n'avaient pas droit avant. Bravo! Bravo, Manu! Et donc, une des grandes réformes sociales sera de pouvoir mettre en place cette solidarité à la source. On a aujourd'hui des millions de nos compatriotes qui ont la possibilité d'accéder à des aides, qui ne vont pas franchir le seuil et qui ne sont pas accompagnés. Cette solidarité à la source, c'est comme on l'a fait avec le prélèvement à la source, une mesure de simplicité, de justice et de lutte contre la fraude. Et à côté de ça, c'est un projet de production et d'ambition. Pour nos industries, on crée plus d'usines aujourd'hui qu'on en détruit. Ça n'était pas arrivé depuis 30 ans. Parce que cette politique sociale, ce réinvestissement dans l'école, ce réinvestissement dans la santé, on ne peut pas le financer si on ne crée pas davantage d'emplois. Ces 5 dernières années, 1 million de nos compatriotes ont eu accès à l'emploi par les politiques que nous avons conduites. Il faut poursuivre cet effort de réforme de notre droit du travail, de réforme de notre assurance chômage, d'une politique ambitieuse de création d'emplois qui permettra partout sur notre territoire de redonner cette force vive qui permet ensuite de financer la solidarité. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail. Ce que je veux vous dire, c'est que le projet auquel je crois, c'est celui d'une France plus forte en termes d'éducation et de santé. Pour nos jeunes et nos aînés qui manquent d'autonomie. Et du coup, une France qui produira davantage pour pouvoir se financer cette solidarité nouvelle. La France de l'égalité des chances, la France de la puissance et de l'indépendance économique. Mais tout ça ne pourra se faire et ne se fera que si notre France est plus forte en Europe, et nous pouvons l'être avec justement nos réformes, et si nous portons une vision européenne, et si notre Europe est plus forte dans les années qui viennent. Et c'est pourquoi je voulais vous dire quelques mots aujourd'hui d'un débat que je trouve trop absent de notre campagne, qui est celui de l'Europe. Et je le dis dans une terre qui n'a jamais manqué à l'Europe et à la cause européenne. Je le dis dans une terre sans laquelle nous n'aurions pas la monnaie commune.
Si en 1992, lors du référendum de Maastricht, la Bretagne avait tourné le dos à l'idée européenne, nous n'aurions pas eu l'euro. Et je regarde les dernières années qui se sont écoulées, les 10 dernières années. Elles auraient été bien plus dures si nous n'avions pas eu la monnaie commune. Et donc je dis merci à la Bretagne pour cela. Et donc je veux vous dire pourquoi avoir une ambition européenne dans le contexte que nous vivons va nous permettre de mener nos politiques encore plus fort et plus loin, et combien les projets qui tournent le dos à l'Europe, qui veulent la sortie de l'Europe, la sortie de Schengen, sont des projets néfastes et mortifères pour la vocation de la France et notre avenir. D'abord sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, je porte une ambition. Permettre à nos retraités, par la réforme de la retraite qu'on va conduire, d'avoir un minimum retraite d'au moins 1 100 €, d'avoir des pensions de retraite qui seront dûment indexées. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas de réforme de retraite. Ça n'est pas vrai. Pour ça que j'apporte. Ensuite, je veux que nos travailleurs puissent gagner mieux de leur travail. Pas par un SMIC qu'on va administrer davantage. Il y aura une augmentation du SMIC au mois de mai. Parce qu'il y a une inflation. Mais nous devons permettre aux travailleurs d'avoir ce que j'appellerais un dividende salarié. Quand l'entreprise va bien, que les profits sont là, il faut que l'actionnaire puisse avoir un retour, mais que le travailleur l'ait aussi. Ce dividende salarié, c'est permettre par l'intéressement et la participation d'en toucher sa part, mais c'est permettre aussi d'avoir une prime de pouvoir d'achat qui soit ainsi versée. C'est pourquoi je veux qu'on triple cette prime que j'ai créée il y a un peu plus de 2 ans, et qu'on permette dès cet été aux patrons de TPE, de PME, comme aux patrons d'une entreprise de taille intermédiaire, de verser jusqu'à 6 000 € à son salarié pour l'aider à passer ce cap, et ce sera sans charge pour l'employeur et sans impôt pour le salarié. Et en parallèle de ça, nous avons déjà mis le bouclier. Les prix de l'électricité sont bloqués. Le prix du gaz a augmenté de 40%, puis nous l'avons bloqué. Il aurait dû augmenter de plus de 140% sinon. Nous sommes en train de réformer les prix au niveau européen pour le changer. Nous avons décidé en européen d'acheter le gaz ensemble. Parce que l'Europe, c'est 75% des achats de gaz par gazoduc. On peut donc, nous, si on se met ensemble en européen, baisser les prix. Et puis, nous avons mis en place le chèque inflation. J'ai vu une dame qui n'avait pas encore réussi à le toucher, on va régler son problème. Et à côté de ça, la baisse à la pompe de 18 centimes dont vous avez déjà vu les effets depuis vendredi dernier. Tout ça, c'est le bouclier qui fait que la France aujourd'hui, est le pays de la région qui a le moins vécu l'inflation. On a une inflation qui est 2 fois inférieure à nos voisins espagnols, qui est 50 à 60% en dessous des Britanniques ou des Allemands, parce que nous nous sommes mobilisés pour protéger nos compatriotes les plus modestes et les travailleurs. Et donc vous le voyez, c'est agir à court terme, permettre aux travailleurs et aux retraités d'améliorer leur pouvoir d'achat par des réformes, mais dans la durée, le pouvoir d'achat, ce sera quoi ? Je vais vous le dire. Ce sera une politique européenne qui dépend moins des importations de charbon, de gaz, de pétrole que nous ne produisons pas et qui sont dans la main de puissances parfois autoritaires et qui nous font dépendre de la géopolitique et de la manipulation des cours mondiaux. La solution pour notre indépendance énergétique est européenne. Elle ne peut pas être française. Et donc, c'est grâce et par l'Europe que nous bâtirons, dans une stratégie qui va nous prendre 3 à 5 ans, la capacité d'abord d'acheter du gaz ailleurs qu'en Russie. Et comme vous l'avez compris, je pousse pour qu'on aille au bout des sanctions face à la Russie compte tenu des atrocités que nous avons vécues et vues ces derniers jours sur le sol ukrainien. Mais donc c'est en européen que nous pourrons acheter du gaz ailleurs. C'est en européen que nous pourrons acheter du pétrole ailleurs. C'est en européen surtout que nous allons pouvoir décliner et accélérer une stratégie d'indépendance énergétique et une stratégie climatique. C'est notre fameuse stratégie verte, le Green Deal, pour parler en breton.
Et donc, cette stratégie verte, elle a pour vocation à nous permettre de réduire nos émissions d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce qui veut dire que le continent européen continuera parfois à émettre du carbone, mais il aura compensé chaque carbone additionnel qu'il émet. Cette stratégie, c'est celle que nous sommes en train de déployer. Elle passe par de la sobriété énergétique, en continuant à changer nos véhicules, à rénover nos logements. Elle passe par l'électrification de nos manières de nous déplacer, par la promotion de déplacements doux aussi, le vélo et d'autres, de nos transports urbains. Elle passe par une production accrue d'énergie renouvelable, et le plan que j'ai proposé pour la France, mais que nous portons en européen. Et enfin, pour la France, mais comme pour d'autres pays, la Pologne et d'autres, elle passe aussi par une stratégie nucléaire nouvelle, petit réacteur EPR, qui permettra de continuer de produire plus d'électricité décarbonée dans l'avenir. Cette stratégie française et européenne, c'est celle qui nous permettra de ne plus dépendre des autres, de baisser le coût de l'électricité pour nos entreprises, d'améliorer véritablement le pouvoir d'achat pour les ménages et de bâtir une vraie stratégie climatique. C'est par l'Europe que nous porterons cette ambition. L'Europe, c'est celle aussi qui nous permettra de répondre aux défis agricoles. Et je parle dans une terre qui a su mener une révolution, qu'il s'agisse de l'agriculture comme de la pêche, en changeant les pratiques, en se modernisant. Mais soyons clairs, nous pouvons et nous devons être fiers de notre agriculture. Elle a nourri la France pendant la crise Covid. Nos agriculteurs étaient là, et j'étais d'ailleurs venu en Bretagne pour les en remercier. Ils ont été là pour nous nourrir, ils ont travaillé. Nos industries agroalimentaires, leurs travailleurs ont été sur le pont, ont travaillé. Nos pêcheurs, dans nos abattoirs, tout le monde a été sur le pont pour nourrir. Bravo! Mais regardez la situation que nous vivons. À cause de l'agression russe en Ukraine, le prix des matières est en train de continuer à augmenter. Nos éleveurs ne peuvent plus nourrir leurs bêtes comme ils le voudraient. Les engrais azotés, dont ils avaient parfois besoin pour certains, viennent d'Ukraine. Les prix flambent. Les tourteaux pour nourrir le bétail sont en train de flamber quand on arrive encore à les avoir, à cause de la guerre. Mais surtout, est en train de se préparer une crise alimentaire inédite qui ne va pas toucher, je vous rassure, la France, mais qui va toucher le Caucase, le Proche et Moyen-Orient, le Maghreb, le Machrek et l'Afrique. Parce que l'Ukraine, et pour partie la Russie, sont des greniers à blé et à céréales. Un pays comme l'Égypte dépend à plus de 60% de ses importations de cette région. L'Égypte, c'est 100 millions d'habitants, et beaucoup en grande pauvreté. La Tunisie a déjà vu flamber les prix ces derniers jours. Et donc des pays, et souvenez-vous des printemps arabes, dont le déclencheur a été une crise d'augmentation des prix. Aujourd'hui, si nous ne nous mobilisons pas, peuvent vivre des situations de famine. Géopolitiquement et d'un point de vue humanitaire, ce sera un drame. Et ce sera un drame dont les conséquences pour le continent européen et notre pays ne sont pas encore mesurées. Parce que si ces pays vivent un drame, les gens bougeront, iront ailleurs. Je veux ici vous faire mesurer, toucher du doigt le fait que ce qui se passe en Ukraine est d'ores et déjà un drame humanitaire et migratoire, mais que les conséquences de cette guerre ne sont pas... Nous devons les anticiper et y penser. Parce que tout notre voisinage et notre continent seront impactés. Eh bien, c'est simplement en Européens qu'on pourra y répondre. En faisant quoi ? En réussissant à relever le défi de l'alimentation et en accompagnant plus vite et plus fort nos agriculteurs pour aller vers l'alimentation et la production de qualité, moins dépendante d'intrants, moins émettrice de CO2. On a commencé à le faire, on continuera à le faire et nous pourrons le faire en Européens et grâce à l'Europe. Se refermer de l'Europe dans cette période est une folie,
Parce que c'est par la PAC, et nous le savons bien dans cette région, la PAC qui a tant donné à nos agriculteurs que nous pouvons justement soutenir les revenus. Et comme la France s'est battue, la PAC a été maintenue. Nous avons une PAC qui permet d'accompagner le changement des pratiques vers plus d'écologie. Et on a une PAC où on s'est battu pour les normes sociales, où pour la première fois, et je salue nos parlementaires européens, notre stratégie agricole prend en compte les éléments sociaux et évite le dumping social entre pays européens. Nous devons donc avoir un agenda européen résolu en la matière pour permettre à notre agriculture de continuer à alimenter, mais de le faire en étant conforme à nos objectifs environnementaux. Le climat, on n'y répond pas par injonction, mais par investissement, en accompagnant le changement. C'est ça la réalité. Et ça, nous le ferons en européen aussi. Face à tous les risques que je viens de vous décrire, vous voyez bien que les grands phénomènes migratoires continueront d'être au cœur de la vie du continent européen. Aujourd'hui, protéger les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui vivent la guerre, en même temps démanteler les filières clandestines d'immigration, où des gens essaient de se jouer de notre générosité, réussir à tenir nos frontières en respectant nos valeurs et en accueillant celles et ceux qui ont besoin de la solidarité. C'est ça le défi qui est le nôtre. Sans rien céder aux caricatures. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait un ancien Premier ministre qui m'est cher, mais on doit prendre notre part et rester fidèle à nos valeurs. Et pour cela, c'est par notre ambition européenne que nous pouvons le faire, en refondant l'espace Schengen, en protégeant mieux nos frontières communes, en se dotant d'une protection commune et d'une solidarité entre pays au sein de l'espace Schengen, en étant plus efficaces pour reconduire dans leur pays d'origine celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester chez nous, parce qu'ils ne sont pas éligibles à l'asile ou parce qu'ils n'ont pas eu un titre de séjour, mais en accueillant collectivement mieux celles et ceux qu'il faut protéger. C'est ce qui permettra aussi de maintenir ce trésor européen qui est la libre circulation des Européens sur notre sol. Et quand j'entends des candidats qui disent « la réponse à ça, c'est la sortie de Schengen », eh bien bon courage, dans des terres comme ici, où il faut des touristes, bon courage pour attirer les touristes de l'Europe entière, à qui on expliquera où on met des visas. Les mêmes d'ailleurs vous disent aujourd'hui, avec moi vous serez mieux protégés, on va remettre des contrôles aux frontières sur les produits. Mais alors bon courage, c'est la plus grande mesure sur tous les produits importés d'augmentation des prix. Bon courage. Donc vive l'Europe, parce que l'Europe qui avance, l'Europe du progrès, c'est celle qui nous protège et nous donne des droits. L'Europe, c'est celle aussi qui nous permet de réformer un capitalisme devenu excessif et parfois fou. Si on veut mettre au cœur des règles du capitalisme, de l'économie de marché, la part de social et d'environnemental à laquelle nous tenons, en gardant les règles d'une économie de marché qui permet de lutter contre la pauvreté et de créer de la richesse, c'est au niveau européen que nous pouvons agir. C'est pour ça que nous nous battons pour l'égalité femmes-hommes, et nous avons avancé sous présidence française, et le mettre dans les textes. Et c'est pour ça que je porte une réforme de la rémunération des grands dirigeants pour que celle-ci, dans sa part variable, ne dépende pas simplement des résultats financiers, mais bien aussi des résultats environnementaux et sociaux des dirigeants des entreprises. Et c'est par l'Europe que nous sommes en train de gagner cette bataille contre l'évasion fiscale qui choque tant. J'entends les indignations tous les jours. Enfin, les gens qui s'indignent ont été très longtemps au pouvoir, plus longtemps que votre serviteur. Nous nous sommes battus, d'abord en français, pour dire on ne peut plus avoir des entreprises qui font du profit en France et qui ne payent pas. On s'est vite aperçu que ça ne marche pas en franco-français, parce qu'une entreprise qu'on taxe, elle va se mettre à la frontière et puis elle fait la même chose. Il fallait avancer en européen. Les Européens qui parfois en bénéficiaient m'ont dit non, on ne le fait pas si on n'a pas avec nous les Américains et les autres. Qu'à cela ne tienne, on s'est battu au niveau international. On a d'abord essuyé les refus de l'administration Trump. Et maintenant, on a eu l'accord il y a quelques mois de la nouvelle administration américaine. Enfin, on a mis en place un impôt minimal qui permettra de taxer les multinationales. Il revient au niveau européen, sous présidence française, nous allons l'adopter.
Et par l'Europe et notre ambition, on aura enfin un impôt qui permet de taxer des grands groupes qui font du profit et concurrencent nos entreprises et qui ne payaient pas d'impôts chez nous. C'est l'Europe qui permet cela. Ça n'est pas au niveau national. Enfin, notre défense. Vous le voyez, la géopolitique devient folle. La France est une grande puissance militaire. Et je le dis sur une terre qui en est fière ô combien. Et le président que je suis sait combien la dissuasion voulue par le général de Gaulle, qui a épousé les terres bretonnes, si je puis m'exprimer ainsi, est importante pour la défense de la France et pour sa crédibilité à l'international. Puissance dotée, armée forte et modèle complet d'armée, membre permanent du Conseil de sécurité. La France est une grande puissance. J'ai décidé dès 2017 de réinvestir dans nos armées. Et nous avons d'ores et déjà, par la loi de programmation militaire, réparé beaucoup de choses, une loi de programmation à hauteur d'homme, permis de mieux accompagner nos militaires et leurs familles, de mieux les équiper, de reprendre l'innovation. Et nous avons augmenté de plus de 10 milliards d'euros par an le budget des armées. Le cap des 50 milliards sera tenu et la projection en 2024 qui nous permet d'être au rendez-vous des ambitions que nous nous étions fixées, nous y serons. Mais au-delà de ça, notre rôle, notre défense, notre protection, c'est en européen que nous le bâtirons. Je vous le dis avec beaucoup de franchise. L'Europe ne retranche rien à la force de la France. Elle ne retranche rien à sa voix. Elle la rend plus forte. Quand nous agissons aux côtés des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Belges et des Néerlandais et de tant d'autres, nous sommes plus forts encore. À ce moment-là, les sanctions que nous portons sont encore plus cruelles. À ce moment-là, le soutien que nous apportons au peuple ukrainien et à ses armées est encore plus significatif. C'est par l'Europe que dans la géopolitique nouvelle, la France pourra ne jamais être le vassal ni de la Chine, ni des États-Unis d'Amérique. Et donc, parce que comme vous, je veux une France qui reste forte, nous avons besoin d'une Europe plus forte sur le plan de la défense, sur le plan de la production énergétique, sur le plan de la production technologique, sur le plan de son industrie. D'une Europe qui ne dépende plus des États-Unis ou de la Chine, qui décide de coopérer quand elle le veut, mais qui ne dépende plus. C'est cela que l'Europe peut nous apporter. Parce que dans ce petit bout de terre qu'est notre Europe, dont vous êtes l'extrême cap, avec fierté, c'est là qu'on a inventé l'humanisme, les droits de l'homme et l'esprit des Lumières. C'est là qu'on a inventé la conscience universelle et celle qui a permis de bâtir notre système politique. C'est là qu'on a apporté des solutions au reste de l'humanité qui sont aujourd'hui plus que jamais indispensables. Pour toutes ces raisons, mes amis, et je vais conclure là mon propos, nous avons besoin de l'Europe. Et il nous faut dans cette campagne répondre aux urgences du moment. Comme je viens de vous le dire et comme je veux le faire, le pouvoir d'achat, l'emploi, la peur du lendemain, la sécurité. Mais nous ne le ferons dans la durée que par une politique ambitieuse qui regarde aussi le temps long pour notre pays. Et nous ne le ferons qu'en continuant à être indéfectiblement des artisans d'une Europe plus forte, d'une Europe humaniste, d'une Europe réaliste, celle que nous avons bâtie, celle que nous avons renforcée et celle que nous voulons. Et donc voilà, mes amis, j'étais venu vous dire ces mots en retrouvant tant de visages amis de toute la région et même les visages amis de vie antérieure qui me touchent beaucoup de retrouver ici en ayant une pensée amicale pour François Rioux qui n'est pas parmi nous mais auquel nous pensons tous en ces moments. J'étais venu ici vous dire que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter, vous l'avez compris, sur ma détermination. Je vais, moi, dans les jours et les semaines qui viennent, aller chercher un par un la confiance de nos compatriotes pour pouvoir agir dans les années qui viennent, pour notre pays, pour notre Europe, comme j'ai tâché chaque jour de le faire durant les 5 années qui viennent de s'écouler et qui sont en train de finir. Et je le fais parce que
J'aime ce qu'est notre pays, j'aime nos régions, nos terres, leur diversité, leur force. J'aime l'esprit qui souffle sur notre sol, la sève qui est la nôtre, celle de nos valeurs, de notre ambition. J'aime nos colères et nos impatiences. Et je pense que tout cela a un rêve formidable qui nous réconcilie et nous transporte. C'est le rêve européen. Voilà ce que j'étais venu vous dire en concluant. Vive la Bretagne! Vive la République!